Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui, ce sont les regards croisés d'Amanda Faki, fondatrice de Tennis Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique, et de David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse et critique d'une idéologie. Amanda Faki et David Santarossa, bonjour. 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 Les sujets d'aujourd'hui, premièrement, les élections municipales, nouveau vent pour Montréal. Les médecins québécois iront-ils pratiquer en Ontario? Et Jean Chrétien n'aurait pas reconnu une victoire du oui en 95. Qu'en pensons-nous aujourd'hui? Et finalement, Manon Massé se retire de la vie politique et écorche le PQ et un troisième référendum au passage. Donc, les élections municipales, on sait maintenant qui sont les maires et mairesses du Québec, notamment à Montréal, avec une nouvelle mairesse, soit Soraya Martinez-Ferrada. Quelles sont vos impressions générales en ce qui a trait au municipal dans l'ensemble du Québec, là, mais plus précisément à Montréal et peut-être Laval aussi, quoique il y a peut-être eu moins de surprises ou du moins de tensions en ce qui a trait à Laval. Amanda Faki en premier. Oui, hier on a eu des gagnants, c'est certain, mais moi je retiens un grand perdant, et c'est notamment la démocratie locale. Donc si on regarde le taux de participation, on est à cette année à 37,5%. Si on compare ça à 2021, c'est 0,5 points de différence. Donc moins de taux de participation cette année. Donc il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il y aurait une certaine fatigue démocratique? Les citoyens, ils ont quand même été invités à se prononcer au provincial, avec les élections partielles, au fédéral. Donc, est-ce que l'élection municipale, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase? Et ce que je retiens surtout, c'est le vote à Montréal. Donc, après le règne de Projet Montréal, on se retrouve maintenant avec Ensemble Montréal, qui est incarné par une femme issue de l'immigration. Et on pourrait en discuter un peu plus tard, mais c'est très intéressant aussi d'analyser ce que Soraya Martinez incarne dans ces élections. David Santarossa. Oui, je suis assez d'accord avec ma collègue. J'aurais envie de dire, les élections municipales, c'est quelque chose de quand même intéressant. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'administration, encore plus que lorsqu'on parle du provincial que le fédéral. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment on est dans la gestion des budgets, et peut-être un peu moins dans les questions véritablement idéologiques qui traversent nos sociétés. Mais en même temps, c'est vraiment des choses qui nous touchent au jour le jour. Donc, j'ai l'impression il faut que le commun des mortels, et je m'inclus là-dedans absolument, qu'il faut se mêler de ça. Il y a beaucoup de villes qui sont fortement endettées au Québec. Mais on ne sent pas nécessairement que la population se soucie plus que ça de la gestion de ces dollars-là. Mais en même temps, lorsqu'on leur pose la question, eh bien, ils vont dire qu'on dépense trop et qu'il faudrait mieux gérer notre argent. Donc, manifestement, il y a comme une incohérence à pointer du doigt, là. Madame Faki a mentionné, Soraya Martinez-Ferrada s'est elle-même identifiée comme étant la première mairesse issue de la diversité. Luc Rabouin essentiellement est allé dans la même direction lors de son discours de défaite. Il n'y a pas eu de grands mouvements. Je dirais que la question, disons, identitaire n'a pas nécessairement fait des vagues lors de la campagne. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est simplement une tempête dans un verre d'eau? Est-ce que vraiment il y a une signification quelconque au fait que Mme Martinez-Ferrada, soit issue justement de l'immigration, qui est arrivée ici à l'âge de 8 ans, je crois, en provenance du Chili, de mémoire. David Santarossa en premier, est-ce qu'il y a une signification quelconque associée ou non? Ou en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une tempête dans un verre d'eau? Moi, je trouve ça bizarre parce que quand je lis les journaux, généralement, on nous dit, tu sais, par exemple, un Denis Coderre était maître de ça, il nous disait que nous étions tous des immigrants. Donc, je le dis un peu avec un sourire en coin, là, mais qu'on nous dise qu'évidemment, c'est la première femme immigrante à devenir mairesse. Je trouve ça étonnant parce que finalement, nous ne serions nous pas tous immigrants d'une même manière au sens où le multiculturalisme l'entend. Donc, je le dis évidemment avec une pointe d'humour, mais ça soulève quand même là une espèce de contradiction. Et je souligne aussi que Luc Rabouin a dit que c'était une victoire historique pour les Montréalais issus de l'immigration. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment l'idée que cette femme représente
les personnes issues de l'immigration. Et moi, ça, c'est le genre de discours qui, même s'il est drapé de vertu et d'ouverture, c'est le genre de choses qui me chicote, moi, parce que l'objectif d'être un citoyen, c'est de dépasser son, son statut ou son identité ethno-culturelle, et c'est justement d'acquérir la citoyenneté en dépassant ça, mais avec ce type de discours-là qu'on le retrouve constamment, hein. Donc là, c'est un exemple, mais à chaque fois qu'on ouvre nos journaux, on parle de ça, ben on valorise cette identification-là entre l'électeur et le candidat. Et moi, ça m'agace profondément de manière générale. Ben, on a fait une émission spéciale hier justement sur les résultats des municipales avec deux analystes, là, M. Croteau et M. Desjardins, en politique municipale, et j'ai posé la question, mais j'ai rappelé aussi qu'un sondage Pallas qui a été publié le 25 octobre dernier, donc à peu près une semaine du vote, et celui-ci avait divisé les votes entre les votes francophones et les votes non francophones à Montréal, donc incluant anglophones et allophones, fusionnés sous la bannière des votes non francophones. Et on s'est rendu compte, si le sondage est bien sûr, disons, suffisamment précis, là, c'est un échantillon de 600 personnes, 600 Montréalais, que Mme Martinez-Ferrada n'aurait potentiellement pas gagné la course parce que seulement chez les francophones, parce que le vote non francophone, qui était à peu près à 50% sans faveur, lui a donné en gros un coussin ou un avantage majeur presque pour l'emporter, alors que Luc Rabouin, le chef de projet Montréal, était en avant de quelques pourcentages chez les francophones. Et donc, on prend conclure que, électoralement parlant, à Montréal, le vote anglo et allophone est essentiellement aujourd'hui celui qui détermine qui va devenir maire ou mairesse, parce que le vote francophone est fracturé en à peu près trois grands partis, si on peut dire, les deux principaux et un troisième qui va chercher peut-être 10 à 15% des voix. De là, peut-être aussi l'analyse, j'ai envie de dire, ethnique des tendances électorales. Amanda Faki, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah bien entendu, c'est un facteur à ne pas négliger. Il y a bien entendu des clivages linguistiques. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'élection de Ferrada, ça relève surtout d'un vote d'opposition. C'est pas un vote d'adhésion. Il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude envers Projet Montréal, il y a cette usure du pouvoir. Projet Montréal, qu'est-ce qu'elle incarnait? Bah, c'est la mobilité douce, les vélos, la densification heureuse, le verdissement, la justice sociale. Donc c'est un récit qui ne séduit plus, et maintenant on laisse place au changement. Et je tiens à rappeler aussi, Ferrada, oui, elle se présente comme candidate issue de l'immigration, mais surtout comme candidate qui réfléchit comme un promoteur immobilier. Donc vraiment, elle s'inscrit dans une certaine rupture par rapport à Projet Montréal. Donc au-delà de son appartenance ethnique, elle revendique aussi cette image de femme gestionnaire, responsable, rigueur budgétaire. Tout à fait. Passons à Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, qui tente d'attirer les médecins québécois dans sa province. On sait là, que les négociations salariales essentiellement, mais de conditions de travail aussi entre les médecins au Québec et la province, le gouvernement provincial est dans un impasse à peu près total en ce moment. Sommes-nous entrer dans un fédéralisme là, que je qualifie de province contre province? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que non seulement province contre province, mais province contre le fédéral, et tout ça en même temps. On voit là, que des provinces comme l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et bien sûr le Québec semblent être soit concurrencées l'une avec les autres, avoir des points de vue très différents ce qu'il y a aux États-Unis et au gouvernement fédéral. Et là maintenant, on voit que l'Ontario et le Québec, du moins en ce qui a trait aux docteurs, aux médecins, il y aurait des différends, pour le dire poliment. Qu'est-ce qu'on doit lire dans cet affrontement Ontario-Québec, Amanda Faki? Aïe, 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 Captain Canada essaie de nous provoquer. Mais franchement, est-ce qu'il faut s'en offusquer? Je ne pense pas. Je pense que Ford, il joue au même jeu que tout le monde. Donc on a souvent cette vision naïve du fédéralisme doux comme d'une grande famille canadienne. Mais en fait, c'est un marché intérieur. Chaque province se bat pour attirer les investissements, les talents, nos ressources stratégiques comme les médecins, les étudiants, les entreprises. Donc je pense que Ford ne fait pas une entorse au fédéralisme, c'est l'essence même. Et le Canada, c'est le marché commun du talent. Donc il ne recrute pas contre le Québec, il le recrute dans le Canada. Et ce qui est assez particulier. Oui, mais ce qui est assez particulier, c'est que Legault, lui aussi, il prône une logique de compétition. Chaque fois qu'on dit que le Québec, il rattrape le retard avec l'Ontario, il y a toujours cette question de compétition fiscale, de compétition pour les investissements étrangers. Donc Ford ne fait que jouer au jeu que tout le monde joue. On aime la concurrence tant qu'on la gagne, mais quand on la perd, on appelle ça un manque de jugement. David Santarossa? C'est vrai qu'il y a
la compétition entre provinces existe déjà. La critique entre provinces aussi existe déjà, surtout par exemple des provinces comme l'Alberta, justement, sur la question de la péréquation. Mais là où je pense que ça, c'est différent, c'est-à-dire que les médecins, ce n'est pas une ressource comme une autre. Il y a un statut particulier. Les médecins, c'est un groupe qui est extrêmement bien vu dans la population, d'un. Et de deux, ben justement, ça représente la santé, un besoin fondamental pour tout être humain. Et à plus forte raison au Québec, où justement, il y a un fort attachement historique, notamment au régime d'assurance maladie. Donc, ce n'est vraiment pas banal, je trouve, comme attaque, si je pourrais dire, de la part de Rockford. Et c'est pour ça que je ferai une différence entre ça et la, la concurrence normale, si on veut, pour justement des investissements étrangers qu'on a vu, qu'à chaque année, on voit ce genre de, de, de débat ou on se tire la couverture chacun de notre côté. Mais là, je pense que c'est véritablement différent. Et François Legault a dû l'avaler de travers, mais en même temps, ce qu'il a véritablement réagi, bah, à part par Twitter ou autre, là, j'ai pas senti tant que ça un fort désir de combattre, là. Ouais, mais rappelons qu'il a fait la même chose avec les infirmières, la question du voile, il y a quelques années. Et on met ça dans le contexte de la publicité récemment financée par le gouvernement provincial de l'Ontario aux États-Unis. On se rappellera aussi là, qu'au début, là, disons, à l'arrivée de Trump au pouvoir à Washington, là, oui, la menace des tarifs avait émergé envers le Canada. Et Doug Ford avait été devenu un peu Captain Canada, comme Amanda Faki le disait. Et là, on commençait à se poser des questions. Mais est-ce que c'est le premier ministre du Canada ou de l'Ontario? Et là, il y avait une confusion. Et j'ai l'impression Mhm. que certains premiers ministres, là, je mettrais Mme Daniel Smith, si je ne me trompe pas, de l'Alberta, un peu dans le même panier, mais d'une façon différente. Dans le sens où on a l'impression que les choses s'effritent au sein du fédéralisme canadien et pas nécessairement au Québec. Si on a un gouvernement, un premier ministre de l'Ontario qui se prend pour le premier ministre du Canada, on a une première ministre de l'Alberta qui commence à se dire je serais peut-être mieux aux États-Unis, ou du moins il y a un certain mouvement qui mène à ça. Là. Je ne vais pas aller trop loin non plus quand je dis ça. Là. Ça reste quand même assez marginal pour l'instant, mais il y a à peine quelques années, personne ne parlait de ça en Alberta. La Saskatchewan parle d'autonomie envers le fédéralisme. Donc, quand je mentionne que Doug Ford va aller chercher les médecins québécois, non seulement c'est j'allais dire, un enrichissement des Ontariens sur le dos des Québécois ici, donc on appauvrit les Québécois du moins d'un point de vue de santé pour enrichir les Ontariens. Donc, je pense qu'il y a une différence à faire entre ceci et, par exemple, les investissements étrangers, où, bon, une concurrence évidente, mais naturelle aussi, mais là, c'est pas nécessairement... L'enrichissement des Québécois ne se fait pas nécessairement sur le dos des Ontariens, mais dans ce cas-ci, ça serait le cas, du moins, j'ai l'impression. Amanda Faki, est-ce que le fédéralisme canadien s'effrite en gros? Est-ce que ce qu'on vient de parler, là, ce qu'on vient de dire à propos de Doug Ford, n'est qu'un élément supplémentaire symptomatique d'un fédéralisme qui s'effrite? Et là, je parle pas du Québec, mais je parle au sein du Canada anglais. Bah oui, il y a cette logique compétitive qui augmente de plus en plus. On voit que voilà, le marché canadien, c'est avant tout une arène d'intérêts privés, et ces intérêts privés bah, qui sont représentés par les provinces. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Ford, en fait, il ne fait pas de la politique, il fait du service à la clientèle. Il répond au téléphone à des médecins qui le contactent, et qu'on fouille un petit peu les données. Il y a une étude très intéressante que j'espère que les gens, et surtout le médecin, euh, pourront la consulter. C'est une étude réalisée par Pierre-Carl Michaud, un économiste, qui montre que chez nous, au Québec, on rémunère beaucoup mieux nos médecins qu'en Ontario. Donc, s'il y a un petit calcul coût-bénéfice à effectuer, je pense que ce qui intéresserait nos médecins, c'est de savoir qu'ici au Québec, on est fou d'eux, on les paie davantage qu'en Ontario. David Santaosa, est-ce que ça nous indique quelque chose à propos du fédéralisme canadien hors Québec, cette saga de Doug Ford qui tente de recruter des médecins québécois? Ben, on sent que ça bouille quand même, hein. Du côté de l'Ouest, on sait il y a un mouvement indépendantiste en Alberta, ce qui est majoritaire, non, mais il existe néanmoins et on le sent de plus en plus bouillonnant, comme je le disais. Là, en Alberta, en Ontario, on voit ce geste-là. Je veux dire, ce sont des débats qui existent. Certains pourraient dire, comme un peu Amanda le dit, ce sont des problèmes qui se retrouvent dans toute famille, dans tout fédéralisme en quelque sorte. Mais euh, est-ce qu'on est habitué à ça finalement? Est-ce que, tu sais, au Canada, on s'imagine que tout est beau,
Et finalement, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on s'imagine que tout est beau, donc tout est beau, mais il s'agirait qu'on élise deux, trois premiers ministres un peu plus combatifs et on a l'impression que peut-être que ça pourrait éclater tout ça. Parfait. Sur ce, revenez-nous après la pause. Nous discuterons de la déclaration de Jean Chrétien en ce qui a trait à la reconnaissance d'une victoire du oui potentiel en 95 et bien sûr le rappel de la vie politique de Manon Massé et ses commentaires à propos du Parti québécois et d'un troisième référendum. Restez avec nous. De retour à question d'actualité, à regard croisé avec Amanda Faki et David Santarossa. Jean Chrétien, lors des commémorations du 30e anniversaire du référendum de 1995 au Québec sur l'indépendance de la province, bien sûr, a déclaré, ce qu'on savait déjà par contre, là, qu'il n'avait pas l'intention de reconnaître une victoire du oui à l'époque, en se basant sur une question qui était à son avis ambiguë. Il l'avait écrit en ses mémoires de toute façon, là, c'était un secret de Polichinelle. Mais il est intéressant de se poser la question aujourd'hui, est-ce que ça a une signification quelconque? Qu'en pensons-nous exactement? Amanda Faki, quand vous avez, si vous n'étiez pas au courant, là, mais qu'est-ce que cette déclaration de Jean Chrétien en ce qui a trait au référendum de 95 en devenant une victoire du oui a suscité chez vous comme réaction, là, oui? Bah, écoutez, là on sait que je suis une fédéraliste, donc je trouve que ces propos sont assez regrettables. Je pense qu'il y a une différence entre défendre l'unité du pays et insinuer qu'on aurait complètement ignoré un vote démocratique. Donc, remettre en cause le principe sur lequel repose le Canada, c'est-à-dire la primauté de la légitimité populaire, voilà, ça fait sourciller. Et surtout, ça donne raison à ceux qui, depuis 95, ils disent que le fédéralisme canadien, le régime fédéraliste, le régime canadien est paternaliste, qu'ils considèrent le Québec comme un petit joueur politique et incapable de décider seul. Je pense que Jean Chrétien ne prêche pas bien pour sa paroisse. Il est temps qu'il prenne sérieusement sa retraite. Mais est-ce que les fédéralistes en parlent dans leur camp? Est-ce que j'ai l'impression que là, il y a une espèce de loi du silence dans le sens où, qu'on soit d'accord ou non avec Jean Chrétien, on sait que c'est perdant de le dire publiquement. Et donc, le camp fédéraliste, en ce moment, se tait tout simplement pour ne pas faire de plus de vagues que ça, parce que ça risque de, disons, profiter aux souverainistes. Est-ce qu'il y a une espèce de loi du silence chez les fédéralistes ou à l'interne, qu'est-ce qu'ils se disent, si on peut dire? S'il y a une loi du silence, pas tout à fait. Peut-être sans doute que c'est un élément qu'ils écartent un petit peu de leur prise de décision ou quoi que ce soit pour ne pas braquer les projecteurs là-dessus. Mais effectivement, si on se prononce là-dessus, ça attire les réactions vives de PSPP. On sait bien à quel point PSPP aime répliquer systématiquement à toute critique du mouvement souverainiste. Donc oui, c'est pour éviter une tempête. Mais moi, je vous cache pas qu'il y a plusieurs fédéralistes qui m'ont indiqué que ces propos les ont fait sourciller et que ça n'aide pas la cause fédéraliste, en toute sincérité. David Santarossa, que devons-nous penser aujourd'hui des propos de Jean Chrétien qui encore une fois été connus, mais là, on nous l'a rappelé, si on peut dire. Que devons-nous en penser aujourd'hui, en fait? Oui, il y a une des choses lorsque je regarde l'actualité et même l'histoire, c'est de me poser la question pourquoi un personnage a été populaire en son temps? Pourquoi un personnage, les gens ont embarqué? Tu sais, par exemple, un personnage comme Philippe Couillard, pour qui je n'avais pas la plus grande estime, je comprends pourquoi des Québécois ont voulu embarquer dans son projet, ont voulu voter pour lui, hein, neurochirurgien, la barbe blanche, il y avait quelque chose du sage derrière ça, passionné d'histoire, tu sais, il y a quelque chose qui relevait du charisme. Et lorsque je regardais Jean Chrétien dans les derniers jours faire une petite tournée médiatique, notamment à Radio-Canada, je me disais, mais comment les Québécois ont pu euh, trouver un quelconque charisme chez Jean Chrétien? Parce que véritablement, manifestement, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui dit qu'il était prêt à tout pour garder le Canada intact. Et Amanda le dit bien, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un objectif de fédéralisme, mais en même temps, lorsqu'il y a un vote démocratique qui est fait, il faut le prendre en considération. Mais manifestement, c'est pas ça l'objectif. Donc, c'est un fédéraliste avant d'être un démocrate. Démocrate ici dans le sens premier du terme, là. Donc, je me dis comment les Québécois ont pu euh, adhérer à un tel personnage qui est prêt à faire tous les coups bas pour faire avancer ses pions. Et ça m'a rappelé d'ailleurs que lorsqu'on est du côté du pouvoir,
tout est pardonnable en quelque sorte. Parce que justement, ça reste une personne qu'on va recevoir sur les plus grands plateaux avec grand plaisir. Alors que, par exemple, là, si je me trompe pas, il a été ministre des Affaires indiennes et que ça s'est pas bien passé alors qu'il était là. Il y avait encore des pensionnats, ce genre de choses-là. Donc oui, lorsqu'on est du côté du pouvoir, tout est pardonnable, mais lorsqu'on n'est pas du côté du pouvoir, je pense que pour beaucoup de péquistes, et c'est pour ça d'ailleurs que René Lévesque a toujours voulu être plus catholique que le pape, si on me permet l'expression, là, a toujours voulu respecter les règles, eh bien, parce qu'il savait peut-être que si on ne les respecte pas, le régime ne va pas nous laisser, nous laisser ça passer en quelque sorte. Vous voulez dire Jacques Parizeau? Non, Oui, mais ou René Lévesque? oui. Ouais, non, mais c'est-à-dire, je parle pas de Les 95 deux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, René Lévesque ne voulait, tu sais, contre la corruption, il a fait plusieurs lois de transparence, Ouais. de participation citoyenne. Donc, ils ont toujours voulu être véritablement transparents, intègres, parce que probablement qu'ils savaient que le système fédéral n'allait pas laisser ça passer. Avec la déclaration de Jean Chrétien, qu'on connaissait encore une fois, mais qu'on combine tout ça avec les différentes révélations au courant des 30 dernières années, notamment je pense au livre de Robin Philpot, le référendum volé, là, qui fait la classification, on peut dire, de toutes les infractions, les tactiques douteuses d'un point de vue moral, les lignes qui ont été croisées par le camp fédéraliste. On pense aussi à Option Canada, le scandale de tout ça qui a mené à la commission Gomery. On pense à la commission Grenier ici au Québec, là, même si on ne connaît pas tous les détails, on commence à deviner là, avec une certaine certitude là, qu'il y a eu, pour le dire ainsi, des magouilles fédéralistes qui sont allés à l'encontre de la loi sur l'élection de référendum en 95. Et donc, on sait là maintenant là, que clairement, le Québec, c'est un peu fait, là, je dis entre guillemets ici, là, volé pour utiliser le titre du livre de Robin Philpot, son référendum de 95. Et pourtant, malgré tout ça, là, qu'on y pense 30 ans plus tard, ça ne semble pas susciter des réactions spécifiques au sein des Québécois. Il y a pas de... Ça suscite pas disons, un ressac quelconque, des émotions quelconques. C'est passé comme dans du beurre, comme on dit au Québec. Comment voyez-vous les choses en ce qui a trait justement à la réaction du public envers la déclaration de Jean Chrétien et tout ce que j'ai mentionné? Ou est-ce que j'essaie de voir quelque chose qui n'a pas lieu d'être de toute façon, donc il n'y a rien à voir en réalité? Manifestement, c'est des questions qui se posent et qui sont fondamentales. Parce qu'on pourrait même dire que le vote de 1995, c'est le vote le plus important qu'il y a eu dans les dernières décennies. Et on en a pour preuve aussi le taux de participation. C'était quelque chose comme 95%, je pense, le taux de participation, là. Donc, quelque chose on a à peu près jamais vu, probablement, là, dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du Canada. Donc, manifestement, ça veut dire que c'était important. Manifestement, ça veut dire que ça a touché quelque chose de fondamental. Mais 30 ans plus tard, j'ai pas l'impression qu'on déchire notre chemise, en effet, pour ce genre de situation-là. Est-ce que dans un an, ça va être différent? Alors que justement, on va être. Les élections vont être derrière nous dans 30 ans, là, les élections 2020, dans un an plutôt, les élections 2026. Mais, mais voilà, on peut se poser la question dans une société très individualiste comme la nôtre, est-ce qu'on peut encore déchirer notre chemise pour ce genre de choses-là? Puis je dis pas individualiste dans le sens nécessairement péjoratif du terme, là, c'est-à-dire que on favorise beaucoup l'individu, ce qui peut être un choix légitime de société, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur le collectif. Je pense que ça en est un, là, c'est-à-dire que les choix qui sont au fondement du commun deviennent de moins en moins importants, attirent de moins en moins les gens aussi, là. Amala Faki, je ne vais pas vous forcer à parler pour tout le camp fédéraliste, là, bien sûr, là, mais bon, c'est un peu ça quand même là, au sein de l'émission. Je ne vais pas renommer tout ce que j'ai nommé là, précédemment en ce qui a trait à ce que j'appelle des magouilles des fédéralistes. Mais comment est-ce que le camp fédéraliste voit ceci aujourd'hui? Toutes les révélations là, au cours des 30 dernières années qui ont été faites sur les agissements douteux, là, ma façon de le dire, là, douteux, mais disons que ça a été à la limite illégal, là, pas à la limite, là, ça enfreint la loi de l'époque référendaire. Comment est-ce que le camp fédéraliste conçoit tout ça aujourd'hui? Alors, le camp fédéraliste, il ne veut pas rouvrir les blessures du passé. Donc ça, c'est l'ambiance qui règne actuellement au sein du camp. Et bien entendu, quand on parle du camp fédéraliste, on n'a pas besoin de fouiller très loin. Je parle notamment du PLQ. Donc on vit en fait dans une
sorte de prudence. On ne veut pas rouvrir ces blessures du passé. On souhaite se focaliser davantage sur les enjeux de politique publique, la santé, l'éducation, donc tout ce qui affecte le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Mais simplement pour revenir aux propos de Jean Chrétien, ce sont des propos très rancuniers. Et si j'étais lui, moi j'aurais préféré dire, écoutez, en 95, la démocratie a tenu debout, malgré la peur, malgré la tension, malgré les divisions. Que reconnaître un résultat adverse, ça fait partie du contrat démocratique. Donc, Jean Chrétien n'est pas notre cause. Et actuellement, le PLQ, oui, on entend parler de ces scandales, des commandiers, de la commission Grenier. D'ailleurs, les enquêtes ont été menées, donc on n'a pas besoin de rouvrir ces dossiers. On se focalise davantage sur l'avenir et comment essayer de remporter la prochaine élection. Mais oui, il y a ce petit silence ambiant au sein du confédéraliste. Ça, on peut pas en faire fi. Amanda Faki, est-ce qu'il y a des leçons à retirer de tout ça pour un troisième référendum potentiel de la part des fédéralistes? Au-delà de gagner la bataille institutionnelle, parce que oui, en 95, J'allais on a gagné dire la vérité, mais non, c'est une blague. Oui, la vérité, absolument, la vérité. Mais au-delà de gagner la bataille institutionnelle comme on l'a fait en 95, là, il faut gagner la bataille du sens. Il faut vendre le fédéralisme, il faut le rendre sexy, il faut bâtir un récit autour de l'appartenance du Québec au sein de la Fédération canadienne. Et c'est ce qui manque actuellement au sein du confédéraliste. Donc là où le PQ sous PSPP réussit à obtenir l'adhésion d'un pourcentage de la population, c'est ce qui nous manque actuellement dans notre équation au sein du camp fédéraliste, c'est de créer un récit rassembleur qui donne le goût de prendre part à la construction d'un Québec au sein de la fédération. David Santarossa, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour un troisième référendum potentiel de tout ceci? Ce que j'observe, c'est que le camp fédéraliste n'a pas encore ouvert la machine, en quelque sorte, parce que on joue beaucoup pour l'instant sur la peur d'un prochain référendum, à tort ou à raison. Mais, comme le dit Amanda, l'argument du Québec dans la fédération, de ce que la fédération peut apporter au Québec, on ne le voit pas du côté du fédéralisme pour l'instant. Et en fait, je me passais la réflexion ce matin, je me disais, puisque le Canada est une fédération, ne faudrait-il pas à chaque, je sais pas, 20 ans, avoir un débat justement sur la place du Québec dans la fédération? Qu'on soit fédéraliste ou non. Et même, à plus forte raison, même si on est fédéraliste, c'est-à-dire que puisque c'est une alliance, il faut constamment revisiter cette alliance-là. Est-ce que tout le monde est heureux dans cette relation-là? Est-ce que ça convainc tout le monde? Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc oui, peut-être que, en tout cas, c'est peut-être un peu utopique de poser la question comme ça, mais ça me semble quand même assez fondamental même si on est fédéraliste, de dire, il me semble que c'est important de répéter les raisons qui font qu'on est heureux dans le Canada. Pour ma part, vous le savez, je considère qu'on serait mieux à l'extérieur, mais même du point de vue fédéraliste, ça me semble assez fondamental de le faire, là. Tout à fait. Passons au dernier sujet. Manon Massé se retire de la vie politique et écorche le PQ. Un troisième référendum. Manon Massé, bien sûr, de Québec solidaire, une des fondatrices de Québec solidaire. Je résume ses propos ici en disant qu'elle a comparé, disons, un troisième référendum du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon à une forme potentielle de colonialisme et je crois qu'elle a dit marcher sur le visage des immigrants ou quelque chose comme ça. Qu'en pensez-vous, Amanda Faki, de ces propos? Premièrement, qu'en pensez-vous peut-être de Manon Massé, là, de sa carrière, mais aussi de ses propos? Comment est-ce qu'on est supposé interpréter une telle chose? Est-ce que vraiment on doit interpréter un troisième référendum potentiel ou même simplement une victoire électorale du Parti québécois en 2026, encore une fois très potentielle, comme étant un affront aux immigrants ou quelque chose comme ça? Avant de me prononcer sur sa posture sur l'indépendance, Manon Massé, c'est quand même 40 ans d'engagement féministe, communautaire. Elle a incarné une autre façon de faire de la politique, avec un langage simple, une femme qui est très proche du peuple, qui parle vrai. Donc c'est quelqu'un qui a contribué en fait à élargir le champ de qui a le droit d'être crédible et écouté dans l'espace public. Donc c'est une grande figure politique. Maintenant, sur sa posture, et ça on le sait, Québec solidaire n'est pas très jusqu'au boutiste avec son positionnement indépendantiste.
Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Manon Massé, ce qu'elle préfère, c'est pas un pays, mais un projet de société. Et ce projet de société doit être conditionnel. Donc elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est, je suis pas certaine de voter oui au référendum sous PSPP si le projet d'indépendance, il reproduit les logiques coloniales. Donc ces logiques qui ont contribué à la fondation du Canada, donc notamment vis-à-vis des Premières Nations. Donc pour elle, tout discours qui est en contre, qui est en opposition avec l'immigration, c'est ce qui ferait fuir celles et ceux qui on prétend vouloir faire le pays. Donc c'est intéressant de voir cette posture parce que, et c'est la fédéraliste qui parle, mais normalement, quand tu as des convictions fortes, peu importe si ton ambition c'est de faire un pays, les conditions doivent être débattues après avoir réalisé cette indépendance. David Santarossa, que pensez-vous de la déclaration de Manon Massé et de ses propos? Oui, c'est toujours la question, est-ce qu'il doit y avoir des conditions à l'indépendance? Et tu sais, évidemment que la réponse, c'est qu'il y a des conditions, mais celles-ci, sont toujours minimales. Et je veux dire, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale sont, je veux dire, sont dans une approche de démocratie. Tu sais, si on avait un parti politique qui débarquerait, puis lui, il voudrait prendre le pouvoir par la force, bien évidemment que là, on n'embarquerait pas dans un projet de pays. Et là, on dirait, ben là, il y a des conditions à la souveraineté, mais je veux dire, le Parti québécois, c'est un parti qui propose des politiques avec lesquelles on peut être en accord ou en désaccord, mais je veux dire, globalement, ça s'inscrit dans une logique des autres sociétés occidentales en Amérique du Nord, là. Donc Mais est-ce que ça me semble l'accusation de colonialisme est-elle exagérée? Ça me semble un probable. peu... ça me semble être un mot facilement Absolument. utilisable de nos jours, là, mais ça me C'est- semble tout à fait exagéré dans le contexte. c'est-à-dire qu'absolument, le colonialisme, c'est l'idée d'imposer des mœurs, des normes, un marché à un pays autre que le sien, n'est-ce pas? Et globalement, aujourd'hui, on s'entend pour dire, lorsque l'Occident a fait ça, c'était globalement une mauvaise idée, même si ça n'a pas qu'une histoire négative, mais c'est globalement une mauvaise idée de le faire. Et là, Manon Massé, ce qu'elle nous dit, c'est des immigrants qui débarquent au Québec, et si on impose, ou du moins qu'on met des lois pour encourager certaines normes, certains mœurs, mais ça aussi, c'est du colonialisme. Or, coloniser le Québec alors qu'on est au Québec, c'est quand même assez particulier. Ça sous-entend aussi que le Québec, justement, pour faire table rase de ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec et que finalement, l'immigrant qui arrive ce matin, qui débarque de l'avion ce matin, a la même importance culturelle, si on veut, que des familles qui sont ici depuis 400 ans. Donc, évidemment, oui, c'est une comparaison qui est totalement absurde et qui n'aide pas QS. Et on le voyait dans l'entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada, c'est assez intéressant. On voit une Manon Massé qui refuse de voir que la gauche, aujourd'hui, coupe les ponts avec la majorité de la population et préfère finalement écouter un discours qui est, ma foi, très radical à certains égards, plutôt que de se faire, plutôt que d'avoir le pouvoir. Et on le voit dans les intentions de vote, là, le parti se marginalise de plus en plus, là. Amanda Faki, fondatrice de Tennis Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique, et David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse et critique d'une idéologie, et aussi cofondateur du podcast Magnum Opus. On vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.